Hello à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Sales Talk. Je suis Anthony, je suis actuellement en deuxième année de master à Eurydice et j'ai la chance de faire mon alternance au sein de Tableau, qui est l'outil BI de Salesforce. Ce podcast est dédié à tous les passionnés de la vente, les étudiants, les professionnels et tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur le métier de sales. Pour chaque épisode, j'aurai l'occasion d'échanger avec un invité sur son parcours, son expérience, ses challenges, ses réussites et toutes les leçons qu'il en tire. Et pour ce premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Bachir Alama, qui est actuellement stratégiste à compte exécutif chez Commvault. Salut Bachir, j'espère que tu vas bien. Salut Anthony, je vais très bien, je te remercie. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation et merci d'avoir initié ce genre de podcast parce que je pense que ça aura beaucoup de valeur pour tous les gens que tu as cités. Franchement, ça me fait super plaisir de t'avoir. Et justement, j'aurais bien en apprendre plus justement sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter comment tes débuts dans les telcos, par exemple? Alors, si je peux me permettre, je vais même revenir bien avant mes débuts, je dirais, professionnels. Il faut savoir que moi, j'ai débuté par un BEP électrotechnique. Ok. Ensuite, j'ai eu un bac pro, ensuite un BTS, ensuite une licence. Et ensuite, j'ai intégré l'école Eurydice dans laquelle tu es aujourd'hui, Ouais. dans laquelle je suis intervenant désormais. Et donc, je dis ça, c'est que un parcours peut être différent d'une personne à une autre. Le tout, c'est de savoir où on veut aller et faire les choses bien. Et donc, au sein d'Eurydice, j'ai eu la chance de découvrir les métiers de sales en B2B, en l'occurrence. Et puis, la possibilité d'adresser et d'évoluer dans un marché qui est les NTIC, les nouvelles technologies de l'information. À l'issue de Eurydice, j'ai intégré un poste de sales au sein de SFR Business Team, pendant lesquels j'ai évolué pendant 3-4 ans. Ensuite, je suis passé de l'autre côté de la force dans les telcos, dans le réseau de distribution de Bouygues Télécom Entreprises, puis l'informatique au sein de SCC, quelques années, en tant qu'account manager, puis responsable du secteur pharmaceutique au sein de SCC. Et ensuite, j'ai fait une année chez Inetom, anciennement GFI, très grosse ESN. Et aujourd'hui, j'ai la chance, en effet, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, d'être au sein de Commvault, au départ en tant qu'enterprise account exécutif et depuis peu stratégique account exécutif. Ouais, tu m'as dit justement que tu avais une promotion, ça c'est vraiment ton nouveau rôle. Donc félicitations. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a motivé à t'orienter dans une carrière de vente? Je pense que la vente, en premier lieu, c'est une vocation. Okay. Moi, j'avais deux possibilités. C'était ou de m'orienter vers quelque chose de technique, comme je viens de t'exposer mon parcours. C'était quelque chose qui était intéressant parce que c'était stimulant intellectuellement, mais ça me permettait pas d'aller au-delà de ce que je voudrais faire. Et en fait, la vente, je suis arrivé dans ce circuit, j'ai envie de dire, par hasard. Et j'ai apprécié. J'ai apprécié le côté intellectuel, le côté challenging, le côté liberté, le côté relationnel, le côté structuré aussi. Parce que, en fait, alors peut-être ta génération vont pas avoir la petite référence, mais comme il y a des bons et des mauvais chasseurs, il y a des bons et des mauvais commerciaux. Et pouvoir se différencier et chercher à aller au-delà et de se dépasser, comme j'ai toujours su le faire sur le côté études et ainsi que sur le côté professionnel, m'a permis de trouver quelque chose de très intéressant dans la vente, dans le secteur de l'IT, pour pouvoir vraiment sortir des sentiers battus et façonner quelque chose qui me ressemble le plus, qui a un rapport entre le relationnel avec les gens, qui a un rapport avec la liberté de monter une stratégie et de pouvoir avoir un travail d'équipe où tu vas composer une solution avec des gens de valeur qui vont apporter chacune sa pierre à l'édifice pour pouvoir atteindre un objectif commun. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellé. Me dire que je vais pouvoir être libre, atteindre des objectifs, travailler en équipe, c'est quelque chose qui m'a permis de me dire, OK, c'est là où je veux aller. Ouais. Et c'est justement là où tu as eu ce déclic? En fait, à l'école, on nous apprend la théorie. Ouais.
Alors, la chance d'être chez Eurydice, c'est qu'on apprend aussi la pratique parce qu'on évolue dans des entreprises. Donc, ça nous permet aussi de toucher un petit peu du doigt la réalité. Mais à l'école, on apprend quand même la théorie. La pratique, j'ai commencé à la pratiquer lors de ma première expérience au sein de SFR. Et c'est là où je me suis dit, en fait, une victoire se fait en équipe. En tant que commercial, il faut savoir que un commercial, c'est un chef d'orchestre. Et je pense que tu as dû entendre cette expression à maintes reprises. Pourquoi on est un chef d'orchestre? Parce qu'en fait, on a à notre charge le devoir de pouvoir vendre, convaincre en interne, convaincre en externe, être convaincu soi-même et de pouvoir façonner et s'adapter pour pouvoir gagner. Un de mes traits de caractère, c'est que je vais toujours gagner. Et on ne gagne rarement seul. On peut gagner une fois seul, 2 fois seul, etc. Mais il y a toujours une composante, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans le commerce ou dans la vie de tous les jours. À 2, ou à plusieurs, on est toujours plus fort que tout seul. On va toujours plus loin. Donc, cette composante-là de pouvoir avoir la liberté de choisir une stratégie, de la co-construire avec des gens de qualité en interne d'une entreprise et de pouvoir atteindre des objectifs de façon commune tout en étant le leader, c'est quelque chose qui me plaît profondément dans mon métier. Ok. Parce que c'est vrai, tu as un beau parcours, tu as une belle expérience professionnelle, mais comment ça s'est passé dans tes débuts, vraiment de la théorie à la pratique? Est-ce que tu as eu des gros challenges qui sont arrivés? Est-ce qu'on t'a accompagné? Tu as eu un mentor peut-être? Alors, j'en ai eu plein des mentors. Ouais. J'ai eu l'intelligence, je pense, de me remettre tout le temps en question, de prendre le meilleur de chacun, de tous les managers, les collègues, les fonctions support avec qui j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je compte plus depuis quelques années, mais au bout de cette 13, 14, 15 ans d'expérience professionnelle, je devrais les remercier un ou une à une. J'ai eu beaucoup de difficultés, en vérité, de sortir de la théorie vers la pratique. Surtout que lorsqu'on sort d'école de commerce, on a l'impression de facilité, on a l'impression d'être sur un piédestal. On sort d'école de commerce, on a un master, on a appris des choses, on a appris la théorie. Sauf que la pratique, elle est un peu différente. Je ne vais pas dire elle est tout autre, mais elle est un peu différente. Ouais. Moi, j'y crois beaucoup à la valeur travail. La valeur travail, c'est quelque chose de très important. Mes débuts chez SFR, par exemple, pour te donner un exemple très concret, je faisais de la prospection physique, énormément de prospection physique. Là, on est dans un endroit qui était mon secteur. Okay. Je rentrais de magasin en magasin, de bureau en bureau, parfois de studio comme celui-ci, en studio, où il y avait 2, 3 collaborateurs, parfois une personne seule. Et j'avais pour mission de leur vendre une ligne téléphonique fixe, une ligne téléphonique mobile. Les débuts étaient difficiles, pour être très concret, parce que la différence entre ce qu'on m'a vendu en école et ce que j'ai eu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Néanmoins, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à être résilient, j'ai appris à avoir de la conviction, j'ai appris à pouvoir créer vite du relationnel, d'avoir du relationnel, et j'ai appris à ne pas lâcher, à faire de la pugnacité, mais de la pugnacité pragmatique. C'est-à-dire de savoir quand lâcher et de savoir où sont les vraies opportunités. Et ça, je pense, ça m'a permis aussi d'avoir un travail sur soi, parce que le métier de commercial, il faut savoir qu'il faut être fort, avoir une personnalité forte, et pouvoir avoir cette remise en question sans perdre confiance en soi. Et donc, petit à petit, j'ai commencé par... c'est une anecdote que je raconte très souvent. J'avais vendu, je m'en rappellerai toute ma vie, ma première vente, c'était 2 lignes mobiles dans un magasin qui vendait scooters sur Avenue ou Boulevard Voltaire. Tu m'excuseras. Voilà, c'était un couple qui vendait des scooters et je les ai passés de Bouygues Télécom à SFR. Et donc ça, c'était ma première vente. Alors peut-être c'était 50, 60 euros par mois. Et mon plus gros deal que j'ai signé chez Inetom en termes de valeur, c'était quelque chose comme 36 millions d'euros. Ok, incroyable. Voilà. Bravo. Hein. Ouais. Franchement, c'est... Donc c'est ça. Ce qu'on dit, c'est que
c'est qu'il n'y a pas de petite vente, il n'y a pas de petit défi. Chaque défi, il faut l'affronter, le confronter et le relever. Ok, je comprends. Il faut aussi vachement réseauter aussi, en tant que, aller voir des nouveaux clients, connaître du monde. Comment tu as fait pour développer ton réseau? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que les relations humaines, alors déjà les relations professionnelles, je dédie cette phrase à un grand ami à moi, Mhm. qui dit les relations professionnelles, c'est du human to human. Je suis complètement d'accord avec ça. Ok. C'est à un moment donné, tu ne peux pas gagner un deal, même si tu mets tout, si tu n'as pas une relation humaine de confiance. Parce que la réalité est que quand tu vas faire une vente, ils vont t'acheter toi. Ils vont acheter ce que tu vas leur vendre, Anthony. Mm. D'accord. Après, bien sûr, il y a le prix, l'aspect technique, l'aspect juridique, tout ce qu'on veut. Mais en fait, si tu as bâti cette confiance-là, tu vas pouvoir co-construire des choses et tu vas pouvoir t'appuyer sur ton futur client ou ton client pour pouvoir aller au-delà des défis qui vous sont imposés à un moment donné. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, une fois qu'on a dit que les relations professionnelles, c'est du human to human, on comprend qu'il va falloir avoir de l'intérêt pour l'autre. Et l'intérêt n'est pas que un intérêt financier, n'est pas qu'un intérêt de gagner un deal. Un intérêt, c'est un intérêt réel, d'avoir de l'empathie, de comprendre ce que l'interlocuteur a besoin, Ok. ce qu'il vit, ce qu'il subit. Comme je le disais dans mes cours, Ouais. le plus important, c'est de connaître les pains de chacun de tes interlocuteurs. Parce que chacun a des pains, chacun a des enjeux. Et toi, ton objectif, c'est de les comprendre et de pouvoir comment tu vas pouvoir y répondre. Et quand quelqu'un en face de toi a la certitude que tu l'entends et que tu fais tout pour y répondre, bien entendu, il va te faire confiance. Et une fois qu'il t'a fait confiance, tu vas pouvoir bâtir quelque chose autour de ça. Là, je te parle du réseau, on va dire, je dirais pro, mais dans le cadre de sales à client. Mais tu as aussi un réseau pro que tu vas pouvoir aussi bâtir avec tes transverses, tes homologues, tes anciens collègues, tes actuels collègues, tes partenaires. On a un secteur qui est génial, dans lequel il y a une arborescence, il y a une capillarité qui est juste incroyable. On peut tous s'entraider, on peut tous avoir une vision commune, ou divergente parfois, mais qui est complémentaire. Et ça, il faut savoir déjà, il faut le savoir, premièrement, le comprendre, l'appréhender et en profiter. Il n'y a pas beaucoup de secteurs où tu peux parler avec potentiellement un concurrent, mais qui peut être un partenaire à un instant T sur un deal en commun. Il n'y en a pas beaucoup des secteurs comme ça. Ouais. Ça part peut-être dans la politique où il y a des convergences d'intérêts. Dans l'IT, on a ça. On a ces convergences d'intérêts qui peuvent être un vrai tremplin pour la réussite du business. Et encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut toujours chercher des solutions win-win. Et même, je rajouterai un troisième win, parce qu'on parle de win-win, c'est entre le sales et l'acheteur. Mais il peut y avoir un troisième win avec quelqu'un, un tiers, je dirais, ou plusieurs tiers, un tiers, dans l'écosystème. Donc, le réseau est une composante plus qu'importante dans notre métier. Voilà. Et le tout passe par la confiance et la capacité à pouvoir la créer. Ok. Franchement, c'est très clair. Mais justement, t'as un nouveau rôle au sein de Commvault. C'est stratégique à compte exécutif. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Alors, ce que ça signifie par rapport à ce que je faisais avant, c'est que je vais être plus focus à des comptes plus gros. Ok. Voilà. Donc, j'aurai moins de comptes. Mais ça voudrait dire que j'aurai plus de champs, de temps à pouvoir foisonner ou capitaliser sur mes acquis pour pouvoir réseauter et créer quelque chose de beaucoup plus spécifique sur un nombre de comptes moindre. Il faut savoir que
Il y a des commerciaux, alors peut-être pas toute leur carrière, mais sur 10, 15, 20 ans de leur carrière, ils n'ont travaillé qu'un seul compte. Un seul. On est en train de parler de comptes à plus de, je sais pas, 20, 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Nous sommes en train de parler de comptes qui ont plus de 150, 200 000 collaborateurs. Donc il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de besoins, il y a tellement d'enjeux. Sur un projet, il peut y avoir déjà entre 5 à 10 acteurs ou stockholders. D'accord ? Donc, si on va sur les comptes stratégiques, c'est de se dire que, OK, on va leur apporter une approche tactique et focus sur leurs besoins pour qu'on puisse être là où il faut, quand il faut. Alors que quand on descend d'un cran, on passe sur de l'enterprise, on va passer peut-être, je sais pas, de 10 à 30 comptes. Donc 30 comptes, le tiering va être un peu plus disparate. Là où tu vas passer par un tiering de 3-3-3, tu passeras de 10-10-10. Et quand tu redescends d'un cran, quand tu descendras sur du commercial, ce sera peut-être 100-100-100, etc., etc. Donc l'objectif n'est pas d'avoir un grand nombre de comptes, mais l'objectif, c'est de savoir comment tu vas pouvoir faire ton écrémage. Et donc, si j'ai un conseil à donner à tous les commerciaux, quand vous allez prendre un secteur, la force d'un bon commercial qui appréhende son secteur, c'est sa capacité à bien qualifier en amont. Ok. Au même titre que n'importe quelle session de prospection, la meilleure session de prospection, c'est la session de prospection la mieux préparée, la mieux qualifiée. Si tu prends 100 numéros de téléphone et tu les appelles, potentiellement, ceux que tu vas avoir, tu vas peut-être pas avoir le bon discours, tu vas pas avoir le bon ciblage, etc. Versus quelqu'un qui va peut-être prendre 10 numéros de téléphone, mais qui les a préparés, qui leur a peut-être envoyé un mail avant, en leur disant peut-être je vais vous appeler à telle date, à tel jour, etc., etc., etc. Et les 100 appels qui vont être passés, ils vont te prendre peut-être 3 heures de temps et ils vont t'apporter peut-être un rendez-vous, alors que sur les 10, tu vas en avoir 10 ou 8. Parce qu'il y en a 2 qui vont pas répondre. Okay. Ouais. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de savoir où mettre la force. Avoir du pragmatisme. J'ai toujours dit, je l'ai dit tout à l'heure, avoir du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est quelque chose de super important. Être pugnace, avoir de la méthodo et être pragmatique. De savoir comment faire les choses. Voilà. Et justement, tu as eu beaucoup de deals dans ta carrière. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué ou ton plus gros deal ? Tu vois, c'est les 2 deals qui m'ont le plus marqué en réalité, c'est le plus petit et le plus gros. Ouais. Enfin, le plus petit. C'est le premier. Le premier, ouais. Et le qui plus gros. Qui a tout déclenché finalement. Ouais. Ouais. Et ton plus gros, il était à combien ? 36 500 000 euros. Ok. Ouais. C'est vrai qu'en tant qu'alternant, pour moi, je suis pas encore dans la cour des grands. Ouais. Donc c'est vrai, pour moi, ça me paraît incroyable. Alors, c'est incroyable. Après, encore une fois, il faut être très humble avec ça. J'ai envie de te dire, j'ai eu autant de difficultés à faire ma première vente qu'à faire le deal à 36 millions. La même difficulté. J'étais même plus à l'aise à vendre le dossier à 36 millions que ma première vente. Pour être très transparent. Après, ça dépend des secteurs. Mon dossier à 36 millions, c'était un dossier dans le service. Dit service, dit il y a des hommes, avec un grand H, des hommes et des femmes. Donc le niveau de marge n'est pas le même. Une performance chez un software vendeur équivaut à 10 fois moins qu'une performance dans une ESN. Ouais. Parce que la marge n'est pas la même, le coût n'est pas le même, le coût d'homme versus un software, ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est le premier point. Il faut toujours faire la distinction. Un chiffre, c'est un chiffre. On y met ce qu'on veut. Et puis, en face, tu as un client. Un client qui est d'accord pour payer 36 millions pour du service, c'est qu'il a l'habitude de payer ce genre de prix pour du service. Mais il ne payera pas 36 millions peut-être pour du software. Parce qu'il estime que le software, le positionnement sur le marché est beaucoup moindre. En tout cas, par rapport à des solutions bien précises. Versus, pareil, un client où ils sont 2 dans un magasin qui va l'acheter des lignes mobiles. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est d'avoir de l'Internet en illimité parce qu'il y avait leur fille qui... Voilà. Le tout, c'est une question de besoin, une question de curseur et une question de réponse à un besoin, en vérité. La somme en elle-même, à un moment donné,
les commerciaux, en tout cas les jeunes commerciaux, quand ils vont rentrer dans la vie active, parler de millions, ça ne voudra plus rien dire, en vérité. Le chiffre en lui-même ne veut plus rien dire. Maintenant, en tout cas, moi, mon approche n'est pas que une approche financière, mais c'est une approche de relever des challenges. C'est ce que je te disais tout à l'heure, je n'aime pas perdre. Je ferai tout pour gagner. Et dès que j'ai un projet, dès que j'ai détecté quelque chose, je fais tout pour le gagner. Ouais, tu fonces. Je fonce et je fais foncer. On travaille en équipe. Nous sommes des chefs d'orchestre. Il faut qu'on soit convaincu et convaincant. Et convaincant en interne comme en externe. Et comment tu construis justement, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de relations humaines, comment tu construis cette relation de confiance justement avec les clients que tu vas avoir sur le long terme? Alors, il y a plusieurs réponses. Comprendre un besoin. Faire en sorte d'y répondre. Dire ce que tu fais et faire ce que tu dis est la base. Répondre au présent dans les moments simples, comme les moments les plus compliqués, c'est aussi la base. La base, c'est qu'il faut que ton client puisse être sûr, au-delà que ta solution est la meilleure, il faut qu'il soit sûr que tu es son champion. Ok ? Ouais. Tu es la personne sur qui il pourra compter quand il en aura besoin, à tous les niveaux. Il faut que tu puisses co-construire une relation. Co-construire, le mot co-construire, moi je pense que c'est le b.a.-ba de notre métier. Pouvoir... Tu peux pas gagner. On parle alors, je vais parler de vrais dossiers, de vrais sujets, de vrais challenges, où tu pars de zéro avec des prospects, quelle que soit la taille du prospect. Si tu ne co-construis pas quelque chose en amont, tu n'anticipes pas des besoins, tu n'anticipes pas un appel d'offres, peut-être, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Moi, j'ai des dossiers que je pense gagner peut-être l'année prochaine, que je travaille depuis 2 ans. Donc, j'espère gagner dans 1 an et que je travaille depuis 2 ans. Donc, ça fera 3 ans où je travaille, peut-être pour rien. Mais en tout cas, j'y mets toute l'énergie nécessaire pour démontrer à tous mes interlocuteurs, à toute la Power Map, qu'au-delà que ma solution, c'est la meilleure du marché, qu'au-delà de ma solution, elle sera au juste prix. La personne avec qui vous êtes en train de traiter fera tout pour, à minima, répondre à vos attentes et au mieux aller au-delà et d'anticiper de futures attentes. C'est ça la différence entre un bon et un mauvais commercial. Ok. Et justement, est-ce que tu pourrais me pitcher un peu comme Volt? Ce que tu pourrais, par exemple, dire. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Carrément. Alors, Commvault est une solution de cyber-résilience. Il faut savoir que c'est, à la base, il y a plus d'une vingtaine d'années, on parlait de backup. Les entreprises disaient, on a des données, il faut qu'on puisse les sécuriser. On les prend d'un point A, et on les met dans un point B. Et au cas où s'il y a un désastre, on va pouvoir les récupérer. Et donc, le logiciel Commvault permettait de prendre les données du point A et les mettre dans un point B, les mettre au chaud, dans un Vault, pour pouvoir les récupérer le moment difficile. Aujourd'hui, on parle de cyber-résilience parce qu'en fait, on va aller au-delà de protéger des données d'un point A à un point B, mais de s'assurer que les données qu'on a mises dans un point B sont intègres, immuables, sont clean, propres, et sont récupérables de façon massive le plus vite possible. Parce que le temps, c'est de l'argent. Et c'est ça qu'on veut, en fait. C'est donner la possibilité de la cyber-résilience. Être résilient. Résilient, ça veut dire pouvoir aller au-delà de la difficulté à l'instant T. On tombe, on se relève. Nous, on va permettre aux entreprises qui tombent à un moment donné, qui se font cyber-hacker, de pouvoir remonter par la suite. C'est mon explication, c'est pas le pitch que je fais non, mais c'est très bien. à mes clients, mais c'est mon explication pour vulgariser qui est Commvault. Ok. Et tu utilises des outils de prospection justement pour cibler Alors, des outils de prospection, j'utilise des outils de prospection, mais je ne serai pas le meilleur, on va dire, je ne serai pas celui qui va te parler des outils de prospection les plus up-to-date du marché. Néanmoins, je vais te dire que la prospection
est plus que nécessaire, quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau et quels que soient les comptes que tu as. Il ne faut pas avoir peur de prospecter. La prospection doit être un jeu, doit être un kiff, vraiment. Pour tout te dire, hier, on a fait une journée qu'on a appelée PG Days. Ça veut dire Pipe Generation Day. Voilà. On a fait une journée. Je vais sur mes 40 ans. Je passe stratégique account manager. Ça fait 2 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai quelques clients. J'ai un pipe qui est plutôt intéressant. Des enjeux forts sur l'année prochaine. Mais malgré ça, j'ai une liste de 06 avec une 50aine de contacts, full prospect. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris une salle, je me suis posé 06, 07. Allô, oui, bonjour. Allô, oui, bonjour. Allô, oui, bonjour. Et ça, il faut que ça soit systématique. Il faut prospecter. Voilà. Ça, c'est... À n'importe quel niveau. À n'importe quel niveau. Après, la méthodologie de la prospection, il faut l'avoir. Parce que tu peux avoir tous les outils possibles, imaginables. Si tu ne sais pas pitcher, si tu ne sais pas happer, si tu ne sais pas anticiper, si tu ne sais pas closer, parce que c'est du closing aussi de la prospection. Ouais. On close un deal, mais on close un rendez-vous. Ok ? Si tu n'as pas tout ça, tu peux avoir tous les outils. Et demain, on en aura d'autres avec l'IA, etc. On en aura d'autres. Ça se trouve, demain, tu n'auras même pas à prospecter. On le fera pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a les outils. Il faut les avoir, il faut les utiliser, il faut les connaître. Moi, j'en utilise 2 majeurs, qui sont LinkedIn et Lusha. Ok. Ouais. Voilà. Pour te la faire simple, efficace. et court, efficace. Ouais. J'ai des comptes. J'identifie mes personas qui me sont propres. Donc ça, c'est ma méthode. Je pense que c'est la méthode de tous les commerciaux. Je vais sur mes outils, alors CRM ou fichier Excel. Je commence par un fichier Excel pour faire un écrémage. Lusha, je chope tous les numéros de téléphone. On a parlé d'un truc tout à l'heure, super important, le réseau. Ouais. On est un software vendeur. Donc on travaille avec un réseau de distribution. Nous ne faisons pas de la vente directe. Et ces partenaires-là, avec qui j'ai bâti parfois de l'amitié, de la confiance. Je prends mon téléphone. Est-ce que tu as le numéro de monsieur untel ? Est-ce que tu as le numéro de madame untel ? J'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça. Viens, on y va ensemble. Ça aussi, c'est de la prospection. Pas besoin d'outils. On a les outils et on a le human to human, avec des convergences d'intérêts, et on a les 3 wins. Donc win chez toi, en premier lieu, win chez le client, bien entendu, parce que tu vas pas harceler ton client. Tu es convaincu que ta solution va apporter une solution à ton client, va apporter des bienfaits à ton client, et tu vas faire aussi un win à ton partenaire avec qui tu auras travaillé. Donc voilà un petit peu, pour pas répondre outils, mais pour parler prospection globale, très important, plus qu'important. Aucune entreprise au monde ne peut survivre si elle ne fait pas de prospection, si elle ne fait pas de croissance avec des nouveaux comptes, premièrement. Deuxièmement, comment le faire ? Comme je l'ai expliqué. Et troisièmement, il faut toujours pouvoir s'appuyer sur à la fois les outils et à la fois les gens de ton réseau. Ok, ouais, c'est clair. Et c'est vrai que beaucoup d'étudiants, par exemple dans ma classe, c'est vrai que comme on est dans des alternants, on voit des salaires monstrueux des fois passer. Comment tu négocies tes premiers salaires pour tous les étudiants qui commenceraient justement leur premier CDI ? Alors, il faut partir d'un principe déjà de base. C'est que notre métier, tu as la part fixe et tu as la part variable. Donc, j'ai envie de te dire, un commercial, au-delà de négocier en amont, j'y arrive, hein. Je vais répondre, t'inquiète pas. Mais au-delà de pouvoir négocier en amont, il faut savoir que on est un des rares métiers où on va pouvoir négocier après. Et négocier avec nos clients. Plus tu vas vendre, plus tu vas avoir un capital de com qui va te permettre de gagner plus. Donc ça, c'est le premier point. Après, bien entendu, il y a un mindset qui est très franco-français, qu'il faut avoir un fixe assez haut pour pouvoir... Et je m'inscris pleinement dans ce mindset, pour être très transparent avec toi, parce que il est vrai que le début de ma carrière, avec des fixes
plutôt bas, je dirais. J'étais beaucoup moins à l'aise à appréhender un certain nombre de choses ou prendre du recul sur le business que les années qui ont suivi, qui m'ont permis d'avoir un fixe un peu plus élevé et pouvoir appréhender un peu plus le business, prendre plus de recul et d'être plus en mode tactique sur le business. Et peut-être ça m'a permis aussi de gagner des plus gros deals parce que j'étais un peu plus serein sur le demain. Donc maintenant, pour répondre à ta question, alors il y a deux choses. La première des choses, partez du principe que quand vous sortez d'école de commerce, et on l'a vu parce que j'ai eu des alternants, beaucoup chez SCC par exemple, où leur mindset disait que, ce que je disais tout à l'heure, on sort d'école de commerce, donc on va être à XK. Et permets-moi de ne pas évoquer de chiffres, mais ils pensaient qu'en sortant d'école de commerce, ils allaient être au même niveau qu'une personne, qu'un sales qui était là depuis 5-6 ans. La réponse est non, pour plein de raisons. Parce que le commercial qui est là depuis 5-6 ans a pu démontrer depuis 5-6 ans un certain nombre de choses. Le commercial qui vient d'arriver, en général, l'entreprise en question, elle l'a pris en alternance pendant 2 ans et a investi sur lui. Ouais. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, l'objectif aussi, c'est que ce commercial puisse perdurer dans l'entreprise. Et pour que ce commercial puisse perdurer dans l'entreprise, on va essayer de lui donner des comptes plutôt simples et qu'on ne donnera pas à d'autres. Donc en partant de là, ce commercial-là, même s'il n'aura peut-être pas négocié un salaire haut au départ, il va pouvoir s'y trouver versus d'autres personnes qui sont là peut-être depuis 2-3 ans, qui sont peut-être partis un peu plus dans le dur, mais ils ont un salaire fixe plus élevé. Il faut partir d'un principe très simple. C'est que un salaire, c'est un curseur. Et c'est à toi, commercial, de pouvoir jouer avec ce curseur. Ou ton curseur est un curseur de dire, OK, moi, ce que je peux apporter à l'entreprise, c'est ça, parce que je maîtrise ça, je ramène tel compte. Et tu délivres ça à ton manager et tu lui dis, voilà ce que je suis en capacité de faire, sur quoi je peux m'engager, ou ce que je t'ai démontré pendant mes 2 années d'expérience. Et si tu ne me les donnes pas, je vais aller ailleurs. Ça, c'est stratégie un peu de pression, mais elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà. Ou bien tu peux co-construire quelque chose avec ton futur manager sur de la confiance, où tu dis à ton manager, bon écoute, vous m'avez fait confiance pendant 2 ans, vous me prenez là. Moi, je m'engage à t'apporter ça. Si je t'apporte ça, engage-toi à m'apporter ça. Et viens, on co-construit ma carrière ensemble. Et moi, je suis plutôt partisan de ce mindset-là, de pouvoir se faire confiance. Nous, notre génération, je pense, de commerciaux, je vais sur mes 40 ans, on est passé par ce que vous êtes par là où vous êtes en train de passer. On a la chance d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'est une chance, on le sait, il faut pas se leurrer. Et on sait ce qu'on peut vous apporter. Donc, faites confiance à notre génération, j'ai envie de dire. Faites confiance à notre génération. N'allez pas beaucoup trop vite, parce que vous pouvez vous brûler les ailes. Allez vite, poussez, il n'y a pas de problème. C'est normal de vouloir le faire, mais faites-le en intelligence et faites-le avec les gens à qui vous allez faire confiance. Co-construisez quelque chose. Parlez-en avec vos mentors. Tu m'as parlé de mentors tout à l'heure. Parlez-en avec vos mentors. Cherchez pas à vouloir tout de suite être comme vos mentors. Parce que si vous voulez aller tout de suite au même niveau de salaire que vos mentors, why not? C'est pas grave, il n'y a aucun problème. Même aller plus. Mais ayez la capacité de faire la même chose que lui. Ouais, c'est ça aussi. Pourquoi elle? Démontrez que vous êtes capable de faire la même chose. Si vous êtes capable de faire la même chose, vous le méritez. Mais si vous ne l'êtes pas, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, faites-vous porter, faites-vous supporter pour pouvoir atteindre des objectifs. Il y a plein d'anciens alternants de chez Euridis qui étaient chez SCC. Je suis leur carrière de près ou de loin. Ils sont impressionnants. Impressionnants. Donc du coup, prenez exemple sur ces gens-là aussi. Contactez-les. Il y a des réseaux sociaux professionnels qui font que, à un moment donné, vous pouvez être dans le partage de comment vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce que vous avez appris. Ouais. Pour moi, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et justement, tu es intervenant à Euridis. Tu nous apprends la méthodologie MEDPIC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça signifie? Et je sais que beaucoup d'entreprises la demandent. Est-ce que c'est vrai? Comment ça se passe? Oui. Alors,
La méthodologie Medpeak, on va essayer de prendre 3. Alors, sur la méthodologie Medpeak, je vais prendre 3 piliers. D'abord, le premier pilier, pourquoi Medpeak? Beaucoup d'entreprises américaines, ou la majorité des entreprises américaines dans l'IT, l'utilisent. Pour la simple raison, c'est que c'est une méthodologie, c'est un standard qui permet de qualifier la maturité d'un deal et la maîtrise d'un commercial sur ce deal. Et de travailler avec ce commercial pour pouvoir cocher toutes les cases. Donc ça, c'est le pourquoi. C'est utilisé beaucoup dans les boîtes américaines, en effet, qui plus est de software. Mais elle doit être utilisée avec talent. Beaucoup de gens sont réfractaires à cette méthodologie, en vérité. Parce qu'ils pensent que le talent suffit pour faire du business. Alors moi, j'ai envie de dire que Medpeak ne suffit pas pour faire du business. Il faut du talent. Okay. Mais du talent avec Medpeak, normalement... On fait des grandes choses. Normalement, on perdra pas grand-chose. Moi, l'exemple de Medpeak, en fait, ce que je prends généralement quand j'en parle aux élèves, c'est ce que je dis, c'est que c'est une checklist. Les pilotes d'avion, c'est des personnes chevronnées qui maîtrisent leur outil, mais avant de voler, il y a toujours un plan de vol et toujours une checklist. Ils font toujours les mêmes checklists. C'est toujours la même chose. Pour s'assurer que le M, le E, le D, enfin, bref, on va pas faire tout le Medpeak. Mais l'objectif, c'est de vraiment s'assurer la compréhension et la maîtrise de chacun des points. C'est juste ça. Les gens le font de façon plus ou moins innée, ou en tout cas qui disent qu'ils le font de façon innée. Oui, certes, mais l'objectif, c'est d'être sûr que c'est fait. L'objectif, c'est d'être sûr que c'est fait. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir se challenger et d'aller au-delà. Parce que quand on parle de grands comptes ou de comptes stratégiques, il ne faut jamais laisser la chance au hasard. Parfois, c'est dans les petites choses qu'on fait la différence. Donc, c'est ça, pour moi, la méthode Medpeak, c'est ça, c'est pouvoir avoir la méthodologie de s'assurer que tout est coché pour pouvoir gagner et ne rien laisser au hasard. Parce que ce que tu ne verras pas, toi, un autre commercial le verra, et ce qu'il aura vu lui permettra de gagner. Voilà, ça fera la différence. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Bachir, pour tout ça. Franchement, j'ai passé un super moment. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite? Écoute, beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite dans le business que j'entreprends et puis voilà, de l'épanouissement parce que je suis quelqu'un de passionné. Ça se ressent. Et j'aimerais rester épanoui dans le travail, dans ce que je fais, à la fois dans le monde des entreprises et à la fois en tant qu'intervenant chez Euridis. Donc, souhaite-moi ça. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci, Bachir. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.